Banon est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Banonnais. Village perché aujourd'hui descendu dans la plaine, Banon possède une forte identité culturelle. Sa population connaît une forte baisse, entre 1841 et 1962 due à l'exode rural, malgré les différentes cultures spéculatives, soie, truffe, lavande, mais a de nouveau dépassé la barre des 1000 habitants, depuis le début des années 2000. Actuellement, l'agriculture joue encore un rôle important, avec des productions labellisées comme le fromage de Banon et la lavande, plus précisément le lavandin, qui est bien différent de la lavande. L'activité économique est tirée par le tourisme, qui bénéficie d'une campagne déserte, d'un climat ensoleillé, et de la proximité du Luberon et de la librairie Le Bleuet, une des plus grandes de France, la plus grande en milieu rural. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Banon est en zone 1A, risque très faible mais non négligeable, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Banon est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. La commune de Banon n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. Toponymie, la localité apparaît pour la première fois dans les textes au XIe siècle, Castrum Banoni. Selon Charles Rostin, le nom est formé sur la racine oronymique, désignant une hauteur, ban et signifiant corne, pointe. Selon cet auteur, ce toponyme est antérieur aux Gaulois. Il est suivi par le couple Fénier et Claude Martel, pour qui cette explication s'applique aussi au Grou de Banne. Selon Ernest Nègre, Banon vient d'un nom propre germanique, Bano. Banon, en vivaro-alpin et en provençal se dit et s'écrit Banon dans la norme classique, et Banoun dans la norme mistralienne. 3 éléments principaux expliquent la toponymie de la commune, le relief, entre plateau d'Albion et montagne de Lure, sa situation dans l'aire linguistique occitane, et bien sûr, l'aménagement humain du territoire. Le relief est donc très présent, le pied d'Enroux est formé sur une évolution locale du latin podium, hauteur. Le P de Pémian a la même origine, le nom de cette colline signifiant la montagne du milieu. Le nom du puits de Salve est formé sur l'évolution la plus courante en France de podium, et on trouve aussi la crête de Gambie. La Coueste chaude, à l'ouest du village, est le versant d'une montagne, dérivé occitan du français côte. D'autres toponymes sont formés à partir des termes adrets, versant ensoleillé d'une montagne, et Ubac, versant ombragé. On a ainsi l'adret et l'Ubac du Grou de Ban, et le hameau de l'Adrèche au pied du Grou, la ferme de l'Ubac au pied du pied d'Enroux. La Combe de Vaux est un doublet pléonastique pour désigner une vallée. Le travail de l'érosion hydraulique sur les roches calcaires a créé des avennes, dont au moins un reçoit un nom spécifique, l'avenne de Goutin. Amplifiée par la déforestation, la même érosion arrache des quantités importantes de pierres au versant des montagnes, et les dépose sur les plaines, recouvrant parfois les terres cultivables. C'est l'origine du nom des gravières, au sud du village. Les zones en hauteur relativement plane et cultivables sont appelées plaines. Même si elles sont sur une montagne, ce toponyme est utilisé aux plaines, en limite nord de la commune, et pour le hameau des plaines en limite sud, en ruine, avec au-dessus de ces plaines, le toponyme le nord des plaines. Le Plan, quant à lui, est une petite plaine. L'eau est présente aussi dans la toponymie, on a ainsi la source dite Fond des Petits, et une zone marécageuse, la Palue. Un vallon porte le nom d'Aiguebelle, la belle eau. La référence à l'eau est plutôt rare dans la toponymie de cette région sèche. Le terme grange désigne dans la région une ferme isolée. Ce toponyme est présent à la Grange, en limite nord de la commune, encore une fois à la Grange, aux abords du village, et pour les granges de Dauban. La colline qui surplombe le village est appelée le Défend. Il s'agit d'une zone, possédée par le seigneur ou la communauté, où les troupeaux étaient interdits. Le Clos de Gardon est une zone cultivable, dont le produit de l'épierrement a servi à clore les champs et les prés d'un mur de pierre sèche.
Les chastelas indiquent une fortification d'altitude, ce qui est confirmé par les fouilles, voire plus bas, et la tuilerie un atelier de production de tuiles postérieur au XVIIIe siècle. Auparavant on utilisait le terme tuilière. Histoire, préhistoire et antiquité. La commune est fréquentée à l'époque préhistorique, les découvertes du Paléolithique sont assez nombreuses. 2 oppidums se trouvent au mur, et au Chastellard. À Font-Crémat, une villa gallo-romaine et une nécropole ont été découvertes. Un trésor de 700 deniers, allant de Néron à Geta, a été découvert dans un vase, en 1909, en dehors de nombreuses découvertes isolées. Pendant de la Pax Romana, des ateliers de transformation du fer s'implantent sur le territoire de la commune. Pendant toute cette période, le territoire de Banon fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Segustero, Sisteron. La romanisation se lit dans des sites tels que les villas de Font-Crémat, plusieurs villas et ateliers, où un hameau gallo-romain était installé dans la plaine au nord-est de Banon, au 1er et 2e siècle de notre ère. À l'époque de la crise de l'Empire romain au IIIe siècle, l'ensemble est incendié, vers 240 à 275. Les habitants ne désertent pas la commune, puisque le site est occupé à nouveau au IVe, avant un abandon à la fin du siècle, en même temps que le Chastellard de Lardier, tout proche. La zone a ensuite servi de nécropole, la localisation de l'habitat pour cette période n'étant pas déterminée, en plaine à proximité immédiate ou sur une hauteur. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogoth, à Malassonte, lui rend ce territoire. Moyen Âge. Alors que le Chastellard est abandonné, il reste un repère visuel dans le paysage, et symbolique dans les mentalités. Important, la frontière avec la communauté voisine de Lardier est fixée sur le versant de l'oppidum, selon un processus qui semble courant. Le village est fortifié au XIe siècle, c'est le castrum Bannonum des chartes de l'époque. Au Moyen Âge, l'église Notre-Dame dépendait de l'abbaye de Cruy, qui percevait les revenus attachés à cette église, et ceux de la chapelle Saint-Hilaire, disparue, revenaient à l'abbaye de Sénanque. Le fief des Simianes, du XIIe siècle à la Révolution de 1789, est dévasté par Raymond de Turenne, 1391. La communauté de Banon relevait de la viguerie de Fort-Calquier. Une foire se tient à Banon au XVIIIe siècle. Un moulin à vent existait à Banon, probablement postérieur au XVIIe siècle. Ses ruines se trouvent près du clos de Gardon. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le château médiéval est rasé à la Révolution. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 17 habitants de Banon sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Banon se dote d'écoles bien avant les lois Ferry. L'habitat dispersé l'a conduit à doubler l'équipement, avec en 1863, 2 écoles, installées au chef-lieu et au village du Largue, aux 2 extrémités est et ouest de la commune. Ces écoles dispensent une instruction primaire aux garçons et aux filles. La loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour reconstruire l'école du village du Largue, et pour en construire une nouvelle aux Granges de Dauban. Le village commence à se déplacer au courant du XIXe siècle, les habitants commencent à abandonner l'habitat serré des hauteurs, pour construire leurs maisons à proximité du carrefour des routes de Sisteron,
Apt, Manosque et Forcalquier, vers 1840 à 1880. Cette nouvelle agglomération est appelée la bourgade. L'ancien village n'est pas abandonné immédiatement, puisque l'église y est agrandie, et l'hôpital est construit sur les hauteurs. Mais en 1887, le collège est construit dans le nouveau village, sur la place du marché. En 1905, c'est la fontaine à jet d'eau de la source des Brieux, alimentée par un aqueduc souterrain de 3 km 450, qui est construite dans le nouveau village. Par la suite, toutes les nouvelles constructions, privées ou collectives, se font dans le village du Bas, église en 1911, hôpital en 1930, et dans les années 1950, on commence à convertir les vergers en zones pavillonnaires. Au XXe siècle, la culture de la lavande s'implante et une distillerie est créée. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des résistants bannonais ont participé au maquis du Contadour en aidant les réfractaires au STO, qui s'y cachaient. Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre 1943, vers 23 h, les militaires et les policiers allemands arrêtent Pierre Martel, 55 ans, et son fils Louis, 18 ans, l'un et l'autre mécanicien, Henri Martin, 32 ans, exploitant forestier, Robert Icard, 34 ans, cordonnier, Jean André, 30 ans, médecin, marié, un enfant. L'opération se poursuit à Redortier, où le maire, Justin Hugoux, 42 ans, cultivateur, Maurice Meffre, 20 ans, cultivateur, et Louis-Joseph, l'instituteur sont à leur tour arrêtés. Le médecin André est accusé par les autorités allemandes de soigner les réfractaires, les autres de les ravitailler, les héberger ou les transporter. Henri Martin est libéré de la prison des Baumettes, fin décembre 1943, le docteur André le 6 février 1944. Pierre et Louis Martel, Robert Icard, Justin Hugoux, Louis-Joseph et Maurice Meffre sont déportés de Compiègne en Allemagne par le convoi du 6 avril 1944, Louis Martel et Robert Icard à Melk puis Ebens, d'où ils sont libérés le 6 mai 1945, Louis-Joseph à Melk puis Mauthausen, d'où il est libéré le 5 mai 1945. Quant à Pierre Martel et Justin Hugoux, ils meurent en déportation. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la gendarmerie est déménagée à Forcalquier. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 39-45. Lieu et monument remarquable. L'enceinte fortifiée du XVe siècle subsiste en partie, avec notamment la porte du XIVe siècle défendue par une bretèche, construite en 1600, selon la Drac et inscrite comme monument historique. Quelques vestiges des fondations et des tronçons de tours subsistent également. Dans le vieux village, l'ancien hôtel-Dieu, d'architecture archaïque et datant de 1850, a été restauré et les ruelles à arcades sont bordées de maisons du XVIe siècle, dont quelques-unes comportent des éléments d'architecture bois. Certaines ont des devantures anciennes en pierre, de style médiéval mais datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans le haut du village, une maison sous laquelle la rue passe, possède une grande cheminée dont le manteau est orné d'une gypserie datant du début du XVIIe siècle, ornée notamment d'une frise à 2 lions allongés. À l'écart du village, gouffre du Caladaire. L'un des 2 pigeonniers qui subsistent a la particularité d'être collectif. Les tours de 2 anciens moulins à vent sont conservées, au vieux Montsalier et à la ferme Notre-Dame. Une des rares cheminées d'usine, d'une briqueterie, du département est située à Banon. L'habitat dispersé explique la présence de nombreuses chapelles, et de 2 paroisses au XIXe siècle. Banon possède 2 églises anciennement paroissiales. L'église Saint-Marc est située au sommet du bourg, elle est de style roman et date de 1652. Elle abrite un ex-voto de 1864 représentant une femme couchée avec son époux priant la Vierge Marie. L'église Saint-Just et Notre-Dame des Anges, ou église basse, située en bas du bourg, fut construite de 1909 à 1911. La voûte s'est effondrée en 1950, et a été remplacée par un plafond. Elle est dotée d'un petit clocher-tour.
Les nombreuses chapelles sont la chapelle Notre-Dame du Bon Secours des Granges de Dauban, 1769, Saint-Marc, au Largue. Au moins 4 autres chapelles ont disparu. La chapelle Notre-Dame des Anges, isolée sur le plateau, date en partie de la fin du XIIIe siècle. Il est possible que sa fondation soit plus ancienne, étant implantée sur un lieu occupé à l'époque gallo-romaine. Elle était d'abord appelée Sainte-Marie du Largue. L'abside est en cul-de-four, avec un chevet plat, le chœur est encadré par 2 chapelles. La voûte de la nef a probablement été refaite au XIXe siècle, au cours des nombreux travaux qu'elle subit sous le régime du Concordat. 2 chapelles latérales encadrent la travée de chœur. La porte est surmontée de voussures appuyées sur des colonnettes. 2 statues d'anges portant des phylactères l'encadrent. Le clocher-mur est surmonté d'une statue de la Vierge Marie.